Actuellement, Alassane Dramane Ouattara est en train de faire des cauchemars du capitaine Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré empêche l'ancien de dormir et c'est pas bien parce qu'il est déjà âgé. Pour ceux qui ne le savent pas, Dramane Ouattara ne veut pas voir le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'UMOA. L'UMOA, qu'est-ce que c'est? L'UMOA, c'est l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Et vous avez dans cette organisation le Sénégal, la Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Et l'actuel président de l'organisation actuellement, c'est Patrice Talon, président du Bénin. Et le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de cette organisation, je suis désolé, elle va exploser. Ibrahim Traoré, avec son franc-parler, ne va pas hésiter à déballer les dysfonctionnements qu'il y a au sein de l'UMOA. Imagine un ciel lourd au-dessus d'Abidjan. Il est 21 h, la chaleur tropicale pèse encore sur les avenues, comme pour étouffer un secret. Dans les rues illuminées du plateau, des berlines noires circulent discrètement, phares tamisés, escortés par des motards nerveux. Elles convergent vers un hôtel 5 étoiles dont les lustres brillent comme des diamants, trop beaux pour cacher la noirceur des discussions qui s'y déroulent. À l'intérieur, dans une salle de conférence climatisée à outrance, des hommes en costume sombre échangent des regards lourds de sous-entendus. Sur la table s'étalent des dossiers estampillés de sceaux officiels ivoiriens et de logos d'anciens colonisateurs. On parle de stabiliser la région, de garantir les flux économiques. Mais derrière ces mots lisses se cache un monstre, la possible trahison d'un continent tout entier pour quelques promesses juteuses. Au même moment, à des centaines de kilomètres, à Ouagadougou, dans un modeste bureau sécurisé, Ibrahim Traoré, le jeune capitaine devenu le symbole de la résistance panafricaine, tient un rapport entre ses mains. Ses yeux parcourent les lignes, son front se crispe, il relève la tête vers son chef d'état-major. Ils disent que la Côte d'Ivoire pourrait bien avoir vendu l'Afrique. Pour protéger quoi? Quelques contrats de cacao et des accords miniers? Son interlocuteur baisse les yeux, conscient du poids historique de ces mots. Pendant ce temps, dans la rue, des Burkinabés allument la radio. Les rumeurs traversent déjà les ondes, se propagent comme une traînée de poudre sur WhatsApp. Ouattara aurait pactisé avec l'Europe pour isoler le Sahel. Chuchote-t-on dans les maquis. Les réseaux sociaux explosent. Des vidéos surgissent, des influenceurs accusent Abidjan d'avoir poignardé l'Afrique dans le dos. Des femmes, en pleurs, brandissent des pancartes. Non à la trahison. Partout, la même question brûle les lèvres. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour conserver leurs privilèges? Mais la vérité est bien plus dérangeante. Ce qui se prépare dépasse la Côte d'Ivoire et même le Burkina Faso. C'est une lutte invisible, sourde, où l'on mise l'âme du continent sur l'autel des profits immédiats. Et pendant que des poignées de mains glacées se scellent à Abidjan, à Paris, certains sourient déjà. C'est ici que commence notre histoire. Une histoire qui va vous révéler des dessous insoupçonnés, faire battre votre cœur plus fort et peut-être vous faire douter même de vos plus profondes certitudes. Restez bien accrochés. Ce que vous allez découvrir dans les prochains chapitres pourrait changer à jamais votre regard sur la Côte d'Ivoire, sur le Burkina Faso et sur l'avenir de toute l'Afrique. Pour comprendre cette tempête qui secoue aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, il faut remonter le fil du temps, plonger dans la mémoire d'un continent façonné par les intrigues coloniales, les pactes économiques inégaux et les cicatrices jamais refermées. La Côte d'Ivoire, ce géant du cacao, longtemps surnommé le miracle ivoirien, n'a pas bâti son prestige par hasard. Sous Félix Houphouët-Boigny, le pays est devenu la vitrine africaine de la réussite à la française. Routes impeccables, buildings d'Abidjan qui rivalisent avec ceux d'Europe, raffineries et ports bourdonnants, tout semblait annoncer la modernité triomphante. Mais à quel prix? Dans l'ombre de ces infrastructures brillantes, un fil invisible liait toujours Abidjan à Paris. Accords militaires reconduits sans fin, entreprises hexagonales en situation quasi monopolistique, CFA garantissant le rapatriement tranquille des devises vers la Banque de France. Pendant que les élites prospéraient, une génération entière se contentait de miettes, convaincue qu'il n'y avait pas d'autre voie que celle dictée par l'ancienne métropole. Plus au nord, le Burkina Faso portait une toute autre histoire. Ex-Haute-Volta, sans façade maritime, souvent moqué pour sa pauvreté, il était pourtant le théâtre de rêves bien plus grands. Thomas Sankara, dans les années 80, avait déjà tenté de briser les chaînes en prônant l'autosuffisance, en chassant les parasites occidentaux, en payant cash les dettes pour libérer l'avenir. Son assassinat a glacé cet élan, replongeant le pays dans la docilité jusqu'à ce qu'un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, rallume la flamme. Alors que le Burkina Faso se redresse fièrement, chasse les groupes terroristes à coups de bataillons patriotes, expulse des ONG jugées infiltrées et rêve de monnaie propre, la Côte d'Ivoire observe, sceptique. Pour elle, la stabilité est synonyme de maintien des anciens accords. Car casser la machine franco-ivoirienne,
c'est prendre le risque de perdre des milliards, des emplois, des privilèges accumulés depuis 60 ans. Dans les coulisses, certains à Abidjan murmurent que le panafricanisme radical de Traoré est un virus dangereux qui risque de contaminer toute la sous-région. Et si le Mali, le Niger, la Guinée et demain le Sénégal suivaient le modèle burkinabé? Que resterait-il alors du pacte post-colonial qui fait vivre tant de grandes familles ivoiriennes et françaises? C'est ce dilemme cruel qui plane sur les palais ivoiriens. Entre solidarité africaine et sauvegarde de leur propre système, certains n'ont pas hésité longtemps. Et c'est peut-être là que s'est nouée la première page de cette tragédie contemporaine où l'Afrique se retrouve encore une fois à vendre son âme pour préserver quelques édifices bancaires et des illusions de grandeur. C'est dans les couloirs feutrés des palais présidentiels et des ambassades qu'on entend les vérités les plus dérangeantes, chuchotées à voix basse comme des secrets honteux qu'il ne faut surtout pas laisser filtrer. À Paris, dans les salons dorés de l'Élysée, des conseillers de Macron tracent des cartes, surlignent en rouge des pipelines, entourent des concessions minières. Un expert au visage sec lève les yeux. Si Traoré continue, nos sociétés minières perdront plus que du chiffre d'affaires. Ce sera un précédent politique qui risque d'embraser tout le continent. Macron tapote son bureau. Son silence en dit long. Il sait que le Mali et le Niger, avec leur alliance avec la Russie, ont déjà entamé la rupture. Si le Burkina Faso finalise son divorce monétaire, le système CFA pourrait voler en éclats, exposant brutalement Paris à la perte de milliards. Alors, il faut un plan. Et qui mieux que la Côte d'Ivoire, prospère et toujours arrimée à l'Europe, pour jouer le rôle du rempart? À Abidjan, dans une salle sécurisée du palais présidentiel, un conseiller économique montre un rapport à un proche de Ouattara. Regardez ces courbes. Si le Sahel se coalise et que le Nigeria suit, nos banques s'effondrent. Il faut envoyer des signaux clairs à nos partenaires européens. Le proche hoche la tête, il a déjà reçu un appel discret de Bruxelles. Tenez la ligne, ne vous laissez pas entraîner par les utopies révolutionnaires. En échange, nous garantirons vos exportations et vos lignes de crédit. Le deal est simple, contenir Traoré et son influence, préserver le statu quo pour le bien des affaires. Mais personne n'ose mettre ces mots exacts sur la table. À la place, on parle de stabilité régionale, de préserver la confiance des investisseurs. Derrière ces euphémismes se cache une vérité brutale. L'Afrique est encore un terrain de chasse où l'on troque la dignité des peuples contre des dividendes. Pendant ce temps, à Ouagadougou, un officier des renseignements remet à Traoré des documents interceptés. Des échanges cryptés entre certains ministres ivoiriens et des lobbyistes européens. On y parle de scénarios de pression, de mettre sous surveillance les flux économiques burkinabés, voire de soutenir des acteurs locaux qui pourraient équilibrer la gouvernance de Traoré. Une manière polie de dire financer discrètement l'opposition, voire des milices si cela devient nécessaire. Traoré referme le dossier, son visage se ferme. Ils sont prêts à nous étrangler économiquement pour protéger leurs alliances, mais qu'ils sachent une chose, le Burkina Faso n'est plus à vendre. Et pendant que les signatures se préparent à Abidjan et Paris, que les valises se remplissent de promesses, un sentiment étrange commence à courir dans les rues du Sahel. L'intuition qu'un nouveau chapitre, peut-être le plus sombre, est sur le point de s'ouvrir. Dans les rues animées de Ouagadougou, la nouvelle s'est propagée à la vitesse d'un éclair. Dans les marchés, entre deux étals de tomates et de mangues, les commerçantes s'interpellent. « Tu as entendu? On dit qu'Abidjan a pactisé avec les Européens pour étouffer nos réformes ?» Au coin d'une gargote, des jeunes, casquette en arrière, écoutent sur un vieux téléphone un influenceur burkinabé s'emporter. Ils veulent nous briser, comme ils ont brisé Sankara. La colère gronde, mais c'est une colère mêlée d'une profonde douleur. Ici, beaucoup avaient cru que la Côte d'Ivoire, sœur de sang, marcherait aux côtés du Burkina Faso pour tourner définitivement la page coloniale. Certains se rappellent avec émotion des temps de solidarité pendant les crises passées, quand des réfugiés traversèrent la frontière sans être considérés comme des étrangers. Alors pourquoi aujourd'hui ce sentiment d'abandon? Pourquoi cette impression que pour quelques milliards d'euros et des contrats de cacao, Abidjan serait prêt à trahir l'âme même de l'Afrique? Dans les cours familiales, le soir venu, autour des lampes solaires, les anciens prennent la parole. Nos grands-parents ont connu les tirailleurs, partis mourir pour la France. Nos pères ont vu leurs terres confisquées pour l'export. Et maintenant, nos frères veulent vendre nos luttes pour protéger leur confort? Les regards se détournent, certains essuient une larme discrète. Car derrière les discours géopolitiques, ce sont des familles entières qui sentent à nouveau le poids d'un destin qu'elles ne maîtrisent pas. Pourtant, au milieu de cette amertume, une graine d'espoir germe. On entend de plus en plus, au moins maintenant, nous savons. Plus personne ne pourra nous dire que la France-Afrique est un mythe.
Des jeunes graffent sur les murs. L'Afrique se réveillera malgré vous. Dans les écoles, certains professeurs expliquent à leurs élèves ce qui se joue, pourquoi la souveraineté monétaire du Burkina Faso dérange tant. Ils racontent l'histoire de Sankara, de Lumumba, des leaders assassinés parce qu'ils avaient osé rêver d'une Afrique debout. C'est peut-être là, dans cette conscience collective qui monte, que réside la véritable peur des puissants. Car un peuple qui comprend ses chaînes finit toujours par chercher à les briser. Et malgré la colère, malgré les menaces économiques, malgré les intrigues de salon, beaucoup au Sahel commencent à se dire qu'ils n'ont plus rien à perdre, sinon leur dignité. Et cela, c'est une force qu'aucun banquier ni aucun politicien étranger ne pourra jamais vraiment acheter. C'est souvent quand le calme semble revenu que les plus sombres complots mûrissent en silence. Tandis que la population burkinabé s'habitue à l'idée d'un isolement orchestré par Abidjan et Paris, d'autres forces travaillent déjà dans l'ombre pour transformer cette pression économique en véritable chaos politique. Au cœur d'un café feutré à Abidjan, deux hommes s'installent dans un box discret, loin des regards. L'un est un ex-officier ivoirien reconverti en consultant stratégique, l'autre, un homme d'affaires européen, costume gris et sourire poli, mais dont les yeux ne cachent rien de la dureté des intérêts qu'il défend. Sur la table, des documents circulent, des graphiques, des cartes, mais aussi, plus troublant, des profils détaillés de figures politiques burkinabais opposées à Traoré. « Il faut un plan B », murmure l'Européen. Si les sanctions économiques ne suffisent pas, nous devrons encourager certaines forces locales à rééquilibrer la gouvernance. Vous comprenez ? L'ancien militaire acquiesce. Il a vu ce scénario se répéter ailleurs. En Côte d'Ivoire même, en 2011, des coalitions douteuses ont renversé un régime récalcitrant au prix du sang pour que les affaires reprennent. Pourquoi pas au Burkina Faso ? Pendant ce temps, à Ouagadougou, les services de renseignement burkinabais interceptent des messages codés. Certains emails parlent de assistance logistique discrète à des opposants, d'envoi d'argent transitant par des ONG, de formations douteuses à la frontière. Plus glaçant encore, un rapport fait état de contacts établis avec des chefs coutumiers proches de la frontière ivoirienne, invités à préserver la stabilité régionale en cas de chute du capitaine. Quand Traoré lit ces notes, son visage reste impassible, mais son regard se fait plus dur. Ils n'ont donc rien appris de l'histoire. Chaque fois qu'ils tentent d'imposer leur ordre, ils sèment le désordre pour des décennies. La nouvelle fuite dans la presse en ligne panafricaine agit comme un séisme. La Côte d'Ivoire soutiendrait-elle discrètement un plan pour déstabiliser le Burkina Faso ? Les débats enflamment les plateaux télé, les influenceurs s'emparent du sujet, les hashtags explosent, passe de coupe au Burkina, je Traoré debout. Mais au-delà du buzz, la réalité est inquiétante. Car si ce plan prend corps, si des groupes armés ou des factions politiques reçoivent réellement un appui clandestin, le Burkina Faso pourrait basculer dans une spirale de violence, exactement comme l'ont connu la Libye, la Côte d'Ivoire ou même la Centrafrique. Et derrière ces manœuvres se cache toujours le même objectif froid: protéger les intérêts économiques des puissants au mépris des vies africaines. Le soleil décline sur Ouagadougou, teintant le ciel d'ocre et de rouge sang. Dans le palais présidentiel, Ibrahim Traoré marche lentement dans son bureau. Il fixe la carte du Burkina Faso accrochée au mur, parsemée de petites épingles rouges. Chacune représente un risque, une faille, une possible infiltration. Soudain, la porte s'ouvre. Un officier entre, l'air grave. « Mon capitaine, nous avons localisé 2 convois suspects près de la frontière ivoirienne. Ils affirment transporter du matériel humanitaire, mais nos hommes n'ont trouvé que des caisses vides et des documents codés. » Traoré ferme les yeux un instant, respire profondément. Il sait que la partie ne se joue plus seulement dans les chancelleries ou les banques, mais directement sur le terrain. Doublez les patrouilles, prévenez nos alliés locaux, et dites aux villageois qu'ils ne doivent rien accepter sans vérifier. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres au sud, dans une villa cossue d'Abidjan, une réunion nocturne se tient à huis clos. Des visages connus du monde politique ivoirien, des investisseurs européens et même un ex-ministre français devisent autour d'un buffet discret. L'un d'eux tapote nerveusement son verre. Il faut que le Burkina Faso revienne à la raison. Sans quoi, toute la sous-région pourrait suivre cet exemple anarchique. « Ne vous inquiétez pas », répond calmement un conseiller ivoirien. Nos amis ont déjà commencé à approcher certains leaders communautaires burkinabés. Avec les bonnes incitations, ils se chargeront de créer le climat de doute nécessaire. Un petit rire cynique s'élève. Un toast est porté. Dans cette pièce, personne ne semble conscient du poids historique de leur manigance. Retour à Ouagadougou. Dans une caserne, un jeune soldat lit à voix basse la lettre de sa mère. « Mon fils, nous prions pour toi. Protégez le pays, mais reviens-nous vivant. » Il range le papier dans sa poche, remonte son fusil
et fixe la ligne d'horizon. Il ne se bat pas pour les dividendes d'une multinationale ni pour le prestige d'un palais, il se bat pour que son village ne devienne pas un champ de bataille. Plus tard dans la nuit, Ibrahim Traoré convoque son état-major. La lumière crue révèle des visages fatigués mais déterminés. Ils croient qu'en semant la peur et en achetant quelques consciences, ils feront plier le Burkina Faso. Mais nous tiendrons, parce que cette fois, c'est notre destin, pas celui dicté depuis Paris ou Abidjan. Et pendant que dans les salons climatisés, certains parient déjà sur la chute du capitaine, dans les ruelles poussiéreuses du Sahel, un murmure s'élève, repris de village en village, « Nous ne sommes pas à vendre ». Ce sont ces voix simples, obstinées, qui pourraient bien faire échouer les plus cyniques des plans. Le vent souffle fort sur les plaines du Sahel, comme un pressentiment. Dans les villages burkinabés, on parle à mi-voix, presque honteux d'oser poser la question « Et si ça dégénérait ?» Car chacun a en tête le spectre de ces pays voisins où tout a basculé si vite. Où des alliances clandestines, des mercenaires sans foi ni loi et des rivalités ethniques savamment attisées ont transformé des villes paisibles en charniers. Dans les cercles diplomatiques africains, la tension est palpable. À Dakar, à Accra, même à Bamako, des ambassadeurs se regardent avec méfiance. Car si la Côte d'Ivoire choisit réellement de soutenir indirectement une déstabilisation du Burkina Faso, alors c'est toute la CEDEAO qui risque d'imploser. Les vieux rêves d'intégration ouest-africaine s'envoleraient en fumée. Pire encore, ce serait la porte ouverte à une cascade de conflits, car d'autres États, déjà fragilisés, pourraient devenir le théâtre de guerre par procuration entre puissances étrangères. Mais il existe aussi un autre scénario. Un scénario que craignent silencieusement ceux qui tirent les ficelles depuis Paris ou Bruxelles. Car en exposant au grand jour ces manœuvres douteuses, c'est toute la jeunesse africaine qui se réveille. Du Burkina au Sénégal, du Mali à la RDC, des mouvements citoyens partagent les mêmes vidéos, échangent les mêmes hashtags, appellent à une conscience collective. Nous ne voulons plus être divisés pour mieux être pillés. À Abidjan même, le plan n'est pas sans risque. Dans certains quartiers populaires, des jeunes Ivoiriens commencent à s'interroger. Pourquoi notre pays aiderait-il à briser le rêve de souveraineté d'un voisin? Nous subissons les mêmes difficultés, les mêmes humiliations économiques. Car la jeunesse ivoirienne, elle aussi, a des raisons de douter d'un système qui l'a laissé trop souvent au chômage ou dans des rues sans avenir, pendant que quelques grands patrons s'enrichissent. Et pendant que les stratèges discutent d'armes et de sanctions, dans les ruelles de Ouagadougou, on entend de simples vendeuses de fruits murmurer « Peu importe ce qu'ils décident là-haut, nous resterons un seul peuple ». Ces paroles, anodines en apparence, portent en elles la puissance d'une révolte. Car l'histoire nous l'a montré. Quand l'Afrique décide de se lever, aucun calcul froid ni aucun accord secret ne peut la retenir. Ainsi, l'avenir se dessine comme une balance fragile. D'un côté, le risque du chaos attisé par les intérêts étrangers et les égos nationaux. De l'autre, la possibilité d'un sursaut de fierté panafricaine où les peuples décideront enfin qu'aucune capitale, ni à Paris, ni à Abidjan, n'a le droit de vendre leur destin. Et peut-être est-ce justement cette incertitude qui rend ces prochaines semaines si redoutables et si décisives. Pour mesurer la gravité de ce qui se joue aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il suffit de jeter un regard dans le rétroviseur de l'histoire africaine. Car ce ne serait pas la première fois qu'un pays, qu'une élite ou qu'un chef d'État choisit de sacrifier la cause commune sur l'autel d'un gain immédiat. Souviens-toi des premiers comptoirs côtiers où les négriers européens installaient leur fortin. Des rois africains, fascinés par les tissus bariolés, les fusils, l'alcool, se laissaient séduire. Ils signaient des traités qui autorisaient la traite de milliers de leurs frères, expédiés à jamais de l'autre côté de l'Atlantique. À cette époque déjà, certains chefs disaient « Mieux vaut vendre les peuples voisins que de risquer notre propre royaume ». Résultat, toute l'Afrique porta pendant des siècles le poids d'un crime partagé, la complicité dans sa propre saignée. Plus près de nous, dans les années 60, au moment des indépendances, combien d'États africains ont accepté, sous pression ou par intérêt personnel, de signer des accords secrets qui garantissaient à l'ancienne puissance coloniale l'accès exclusif à leurs ressources, uranium nigérien, pétrole gabonais, cacao ivoirien. Les matières premières partaient, les profits restaient ailleurs. Et chaque fois qu'un leader osait dire non, comme Sankara au Burkina Faso ou Lumumba au Congo, la réponse était brutale, souvent sanglante. Alors, quand on entend aujourd'hui certains cercles proches du pouvoir à Abidjan parler de sauvegarder nos acquis, même au prix d'actions contre un voisin, il est impossible de ne pas sentir un goût amer, un goût de déjà-vu, comme si l'Afrique n'avait rien appris, comme si les leçons des siècles passés n'avaient laissé aucune trace. Mais il y a aussi une différence fondamentale avec hier.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux relaient les moindres fuites. Les vidéos virales brisent les mensonges officiels en quelques heures. Les jeunes, burkinabés, maliens, ivoiriens, discutent entre eux directement sans passer par les filtres des télévisions contrôlées. Ils partagent les mêmes slogans, les mêmes indignations, les mêmes rêves. Et dans cette conscience collective naissante, la vieille tactique du « diviser pour mieux régner » trouve un terrain de plus en plus hostile. Peut-être que la Côte d'Ivoire a cru, en pactisant discrètement avec certains intérêts européens, qu'elle protégeait son confort et ses marchés. Mais à l'ère des hashtags et des vidéos chocs, rien ne reste longtemps dans l'ombre. Et les peuples africains commencent à comprendre que la véritable libération ne se jouera pas pays par pays, mais unis ou jamais. Ainsi, chaque trahison d'aujourd'hui porte en elle la menace d'un réveil encore plus puissant demain. Un réveil qui pourrait bien, cette fois, balayer toutes les illusions de supériorité et de domination, d'où qu'elles viennent. Pour saisir toute la complexité de ce drame africain, il faut sortir des simples cartes géopolitiques et regarder les visages. 3 hommes cristallisent, à eux seuls, les passions, les peurs et les espoirs de millions d'âmes. D'abord, Ibrahim Traoré, jeune capitaine à la silhouette presque frêle, mais au regard d'acier. Dans son uniforme camouflé, il incarne pour beaucoup la renaissance d'un rêve que Sankara avait entamé avant d'être fauché par les balles. Un Burkina Faso souverain, maître de ses mines, de son argent, de ses terres. Quand il parle devant ses troupes, sa voix est posée, mais chargée d'une force tranquille. Il répète souvent « Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons juste vivre dignement, chez nous, sans tutelle ». Certains le décrivent comme téméraire, d'autres comme l'unique espoir d'un Sahel humilié trop longtemps. Mais même ses adversaires admettent qu'il n'est pas corrompu et que c'est précisément ce qui le rend dangereux pour l'ordre établi. Face à lui, Alassane Ouattara, l'économiste formé aux grandes écoles américaines, fin stratège, président ivoirien depuis plus d'une décennie. Pour Ouattara, la stabilité de la Côte d'Ivoire passe par la continuité des accords historiques avec la France et l'Union européenne. Il raisonne en chiffres, en marché, en taux de croissance. Pourquoi risquer le chaos alors que nous avons enfin la paix et la prospérité, dit-il souvent à ses ministres. Mais sous cette rationalité se cache un homme qui connaît la fragilité du pouvoir. Son propre pays a déjà sombré dans la guerre civile et il n'a aucune intention de revivre ce cauchemar. Pour lui, le panafricanisme radical de Traoré est une bombe à retardement qui menace de déstabiliser toute la sous-région. Et puis, il y a Emmanuel Macron, président français jeune et pressé, qui voit l'Afrique non pas seulement comme un passé colonial à gérer, mais comme une zone stratégique vitale pour les intérêts économiques et géopolitiques de la France. Les matières premières du Sahel alimentent indirectement les usines et les emplois français. La perte d'influence sur la région serait non seulement un désastre économique, mais aussi un camouflet diplomatique majeur. Alors, quand il reçoit les télégrammes de son ambassade à Abidjan signalant les risques de contagion du modèle Traoré, il comprend vite que l'heure est grave. Dans son entourage, certains plaident pour la discrétion, d'autres pour l'action plus musclée, par alliés interposés. 3 hommes, 3 trajectoires, 3 visions opposées d'une Afrique qui cherche sa voie. Et entre eux se jouent les destins de millions de familles. Qui l'emportera ? Le pragmatisme des élites, la flamme révolutionnaire d'un capitaine ou la logique froide des grandes puissances ? La réponse se construit jour après jour dans les rues d'Abidjan, de Ouagadougou et dans les salons de l'Élysée, souvent loin des caméras mais jamais loin des regards vigilants des peuples. Alors, au bout de ce long voyage entre palais climatisés et ruelles poussiéreuses, entre transactions occultes et serments populaires, la question demeure, brûlante, insistante, impossible à étouffer. La Côte d'Ivoire a-t-elle réellement vendu l'Afrique ? Certains diront que non, qu'il s'agit simplement de choix pragmatiques, d'un gouvernement qui protège ses intérêts, son économie, ses emplois, son cacao, son or. Après tout, n'est-ce pas la première mission d'un chef d'État que de veiller sur son peuple, même si cela implique des alliances jugées indécentes par d'autres ? D'autres, au contraire, voient là la plus cruelle des trahisons. Une répétition de l'histoire où, une fois encore, des élites africaines préfèrent sauvegarder leurs privilèges immédiats au lieu de tendre la main à leurs voisins pour bâtir ensemble une Afrique forte, autonome, respectée. Et pendant qu'Abidjan signe des accords dans l'ombre, que Paris trace des schémas pour sécuriser ses approvisionnements, le peuple burkinabé, lui, se prépare, résolu à défendre son choix de souveraineté, coûte que coûte. Mais la réalité est peut-être encore plus complexe, et c'est là toute la tragédie. Car sous la surface, c'est tout un système hérité de la colonisation qui continue d'imposer ses règles du jeu. Tant que les devises africaines seront contrôlées depuis Paris, tant que les contrats miniers continueront d'enrichir les places financières européennes avant d'améliorer les écoles ou les hôpitaux locaux,
Tant que les bataillons étrangers circuleront librement sur les terres africaines pour protéger des intérêts privés, la question de la vraie liberté restera posée. Alors la Côte d'Ivoire a-t-elle vendu l'Afrique ? Ou bien est-elle simplement un pion pris elle-même dans une toile bien plus vaste, un échiquier où même ses dirigeants n'ont qu'un contrôle limité ? Et le Burkina Faso, en cherchant courageusement à s'affranchir, n'est-il pas en train d'ouvrir une voie que d'autres finiront par suivre ? Peut-être faudra-t-il encore des années, des épreuves, des déceptions et des sursauts de fierté pour que les peuples africains comprennent qu'aucune capitale occidentale, ni même aucune capitale voisine, ne peut définir leur destin à leur place. Dans les rues d'Abidjan comme dans les faubourgs de Ouagadougou, la jeunesse, elle, semble avoir déjà choisi son camp. Elle partage les mêmes vidéos, relaie les mêmes cris d'alerte, rêve des mêmes lendemains où l'Afrique s'appartiendrait enfin. Alors dis-moi, toi qui écoutes cette histoire, est-ce le début d'un effondrement ou l'aube d'une révolte salutaire? L'histoire jugera, mais sache une chose, chaque pas que tu fais, chaque mot que tu partages, chaque vérité que tu exiges, construit déjà le futur du continent. Et peut-être qu'un jour, en se retournant, l'Afrique se dira « Oui, nous avons failli être vendus, mais nous avons fini par nous racheter nous-mêmes ».